Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau partage sur le portail de la mort et les miroirs qu'il y a avant et après la mort. La dernière fois, nous avons abordé une similitude qu'il y avait dans les temps anciens au travers de la mémoire avant que la pensée ne naisse vraiment dans l'humanité. Et j'ai donc fait remarquer que là où la pensée progresse, eh bien la mémoire disparaît, parce que les deux utilisent des forces éthériques dans l'organisme. La pensée a cette propension, nous ne le savons pas, mais à détruire des forces de vie dans notre corps éthérique, ce qui fait que notre corps éthérique s'assèche. Plus nous pensons, plus notre corps éthérique s'assèche, et nous devons, durant la nuit, le renouveler, en quelque sorte, renouveler les énergies éthériques, certaines réalités dans le cosmos spirituel. Il semble que de plus en plus, le don gratuit pour réanimer ce corps éthérique pendant que nous dormons, eh bien, est en train de s'assécher lui aussi. Et donc, nous allons être de plus en plus, de notre vivant, des êtres en compagnie de forces de mort de plus en plus présentes dans notre corps éthérique, qui va se renouveler de moins en moins. Surtout quand nous utilisons seulement la pensée à titre utilitaire, si je puis dire. Alors ce sera un enjeu dans les dizaines d'années à venir de passer de la pensée utilitaire à la pensée active, où je devrais être capable de moi-même renouveler mes propres forces éthériques. Ce n'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui, mais c'est juste pour indiquer un processus de mort qui est à l'œuvre en moi dès que je pense. Un autre aspect de la mort, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Alors, saint Paul en parle, de la seconde mort. C'est une mort qui est plus redoutable comme expérience que celle immédiatement. Je vais faire une expérience, non pas autocentrée, égoïque de moi-même, mais je vais faire l'expérience de tous les paroles, de tous mes actes et de tous les pensées et de l'effet qu'ils ont eu sur chaque personne que j'ai rencontrée. Et c'est comme ça que je vais être détaché de mon égoïsme et je vais vivre à travers chaque personne comment elle a vécu, je dirais conséquemment, les choses que j'ai dites, faites ou pensées. Alors c'est une expérience où on va passer d'un jeu égoïque à un jeu social, où je vais faire l'expérience des effets de mes actes, de mes paroles et de mes pensées, à travers l'âme d'autrui, des gens que j'ai rencontrés. Et c'est ça qui va constituer ma nouvelle identité. Cette nouvelle identité me fait prendre conscience des aspects manquants au sujet de l'autre, où j'ai été contraignant, où j'ai été, disons, confrontant, etc., etc. Et je vais avoir une sorte de souffrance qui est là, qui a une certaine force à cet endroit, et en même temps, la souffrance sur ce plan spirituel est une impulsion qui a à faire avec une jubilation, c'est-à-dire d'être meilleur la fois prochaine. Et donc la souffrance dans ce plan-là n'est pas du tout la même que sur Terre, c'est une souffrance mêlée de jubilation, où je veux à tout prix améliorer le rapport social que j'aurai avec les autres dans la prochaine vie. Ce moment, on pourrait dire, de retournement du plan égoïque au plan social est un moment important parce que ça me permet de me libérer à ce moment-là de tout ce qui reste de l'expérience terrestre, en quelque sorte. Et c'est ce qui va me permettre d'ouvrir un autre niveau, ce qu'on va appeler dans l'ésotérisme chrétien la région solaire, qui est après la mort, où il ne doit absolument rien rester. Nous avons un miroir de ça avant de mourir. Il y a un archétype qui est ce que j'appelle l'archétype de la grand-mère paternelle, c'est-à-dire d'un féminin cosmique et d'un masculin intermédiaire avec lequel je suis en lien dans ma biographie. Et donc ça a à faire avec comment les forces du jeu se lient avec mon corps éthérique correctement. Et donc, nous sommes amenés, dans cet archétype, à avoir souvent une épreuve
qui fait partie typiquement de cet archétype et qui se formule ainsi. Je me mets au service d'autrui complètement et totalement, jusqu'à épuisement, avec une attitude qui implique que je renonce à moi-même. Je vais parler ici d'un pseudo-sacrifice, c'est-à-dire qu'extérieurement, je me mets au service d'autrui complètement, mais ça m'arrange bien, parce que je renonce à moi-même et à mon authenticité fondamentale. Renoncer à son authenticité fondamentale est un problème, parce que nous devons d'abord acquérir, je dirais, cette authenticité fondamentale, et à cet endroit, dans ces forces archétypes-là, eh bien, j'anticipe sur une situation que je vais rencontrer post-mortem, mais en même temps, je suis dans le miroir de « je me souviens comment dans la dernière vie, j'ai fait une expérience douloureuse » avec le côté social de la rétrospective qui se vit à ce moment-là. Et donc, il y a un enjeu paradoxal dans la biographie. Cet enjeu va prendre, je dirais, de l'importance autour de 55-70 ans. Et donc, nous avons dans ces étages-là de la biographie une propension parfois à s'oublier soi-même. Et nous avons des petits-enfants, on participe à des clubs, à des associations, les emplois du temps des retraités, entre guillemets, sont saturés de bondieuserie, si j'ose dire, et d'implication dans des associations. Alors évidemment, si la fonction c'est de s'oublier soi-même dans sa quête véritable, pour simplement se mettre dans un pseudo-service au sujet des autres, alors je suis devant un processus de mort qui est problématique parce qu'il est en miroir avec une réalité qui m'attend. Je ne m'ajuste pas comme il faut. Pour le dire en 2 mots, pour pouvoir vivre un processus de mort légitime du point de vue du ciel, il faut d'abord que j'acquière une véritable authenticité qui va me permettre d'ajuster comment je rends service aux uns et aux autres. Il faut qu'il y ait d'abord un placement d'authenticité pour qu'il y ait quelque chose à sacrifier et à retourner de l'autre côté de la mort. Si je n'ai pas acquis ce point d'authenticité, alors le retournement va être compliqué. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à retourner, en fait. Et donc, il y a une sorte de vide. Et ça, c'est un problème. Voilà. Là, on va avoir des maladies typiques qui vont m'inviter à me reconnecter avec mon authenticité profonde. On va avoir des maladies typiques comme le cancer, la fibromyalgie, certaines formes de dépression, voilà, qui ont affaire avec ce thème-là. Un autre aspect de la biographie, c'est que quand j'arrive à un certain âge, il se peut que je commence à avoir 2 expériences qui se tissent. C'est que je vais avoir une expérience de prospective et une expérience de rétrospective. Nous avons assez parlé jusqu'à maintenant de l'expérience de rétrospective. Et nous allons aussi avoir une expérience de prospective. Nous sommes maintenant tout à fait au fait qu'il y a dans cette vie-là des choses que je n'ai pas pu résoudre ou des relations que je n'ai pas pu résoudre. Et que les conditions ne sont plus réunies parce que soit les gens ne sont plus là, soit je ne peux plus être en contact avec eux. Donc je ne peux pas résoudre les conditions karmiques avec lesquelles j'ai été confronté avec ces personnes, ou en lien avec ces personnes. Et à ce moment-là, dans cet âge-là, eh bien, je m'aperçois que c'est un manque et que ça engage à l'avenir des conditions pour retrouver ces situations qui sont restées en quelque sorte ouvertes karmiquement dans les liens. Et ça peut donner une occasion de vision, d'une lucidité, d'un détachement et d'une lucidité qui sont là. À ce moment-là, nous sommes dans quelque chose aussi qui se vit après la mort, qui est la prospective, c'est-à-dire la préparation d'une nouvelle dynamique qui m'attendra plus tard. Les forces de la mort ont toujours à faire avec la naissance et le déploiement des prises de conscience. Et les prises de conscience ont à faire avec un éveil de la conscience. Les écailles tombent des yeux, les écailles tombent de l'âme, les écailles tombent de la volonté.
je perçois avec un regard véritable et clair les choses qu'il me faut changer. Et il n'y a pas à cet endroit de jugement d'un Dieu qui me regarderait par-dessus l'épaule. C'est une expérience de lucidité qui est là, qui fait comprendre que oui, je suis un individu, je ne peux pas renier cet individu, je ne le dois pas, mais je suis aussi un individu dans un collectif d'individus, et ça va nous poser deux questions qui sont là. Comment être à la fois dans la situation individuelle, l'expérience individuelle qui est fondée en tant dans sa propre nature, et comment être en même temps être ajusté correctement dans une situation de collectivité, c'est-à-dire d'autres personnes individuées. C'est ce que nous sommes amenés à avoir post-mortem avec l'expérience immédiatement après la mort de notre histoire individuelle, que nous visitons consciemment et intensément, il faut le dire, et la deuxième mort, ce dont je viens de parler il y a quelques instants, qui est une expérience collective. Tout ça a à faire avec une nécessité, j'aimerais appeler ça le point de vue du point et le point de vue du cercle. Et nous sommes amenés à avoir, je dirais, dans la biographie, deux chemins d'initiation. Il y en a un qui consiste à travailler par des intensifications de conscience, de méditation, de visualisation sur sa propre dynamique. C'est la tendance au point. C'est un chemin en tant que tel. Ça se passe dans la chambre, ou dans le monastère, ou dans des murs, à l'écart du monde. Il existe un autre chemin qui est de se placer correctement parmi les autres, c'est l'ésotérisme social. Et se placer correctement au sein de la communauté des hommes suppose du tact, suppose de la pertinence, suppose beaucoup de choses dans la mise en place de ce positionnement social. Et je vais pouvoir me préparer à l'expérience ou à l'initiation à travers la mort par deux chemins, le chemin individuel dans la chambre ou le chemin social. Les deux sont valables. Ça n'empêche pas de faire des allers-retours de l'un vers l'autre, mais en général, j'ai plutôt dans une incarnation le penchant pour un des côtés, assez nettement. Ça tient à une réalité dont je voudrais parler maintenant, qui est que si je veux m'éveiller à mon jeu éternel, le grand jeu éternel, la quête du grand jeu éternel, eh bien, le jeu éternel, on peut dire, apparaît toujours de deux manières, dans une tension qui est la tension de perdurer dans une certaine présence à soi, mais aussi de perdurer dans un placement cohérent, congruent avec les autres. Donc, d'un côté, le jeu se développe dans un côté antisocial, et de l'autre côté, dans un enjeu super social. Voilà. Et les deux sont réunis avec le jeu supérieur, et j'expérimente ça très très fortement de l'autre côté du seuil, cette tension entre s'isoler et s'ouvrir socialement. Voilà, il va y avoir des chemins là-dedans qui sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il s'agit à la fois de ne pas renoncer à soi-même et ô combien arriver à reconstruire des modèles de relations, des situations relationnelles qui ne reposent pas sur des principes abstraits ou politiques ou de philosophie, mais qui reposent sur le concret de la réalité de la vie sociale. Voilà. Beaucoup de choses à changer à cet endroit. Autant nous devons surveiller les peaux psychiques de nos égoïsmes naturels, autant nous devons nous défaire sur Terre comme une mort de toutes nos appartenances politiques, sociales, à des programmes de je ne sais quoi, ou des philosophies de je ne sais quoi, parce que nous devons rentrer dans une phénoménologie précise dans comment nous sommes impliqués dans un contexte social. C'est pour ça que nous avons en ce moment beaucoup en France des tentatives de lieux de vie
qui poussent très très vite partout et qui au bout de 2 ans s'écroulent sur eux-mêmes parce que il y a un ésotérisme du social qui n'est pas l'opinion que j'en ai, qui sont des lois, et ces lois sont assez précises quand même. Elles sont de 3 degrés, et nous nous en ouvrirons éventuellement une prochaine fois. Si je n'arrive pas à me placer dans ces 3 degrés correctement dans la dynamique sociale, alors les forces de mort interviennent, et elles interviennent brutalement. Le clapet se referme. Et si, de la même manière, je ne fais pas attention au développement de mon ego, de mon jeu, eh bien, je vais passer par des crises qui vont être extrêmement sévères dès que je vais m'approcher de la loi initiatique et des moments prévus dans la biographie, qui est une sorte de temple de l'initiation, où je dois rencontrer les forces de vie et les forces de mort, les forces de mort étant les véritables prises de conscience, et pas forcément les théories que je me raconte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, et je vous souhaite le courage de vivre et le courage de mourir en même temps.